La carrière des athlètes d'excellence fait souvent rêver, mais mener sa vie en pratiquant le sport qu'on adore comporte souvent un revers, la difficile adaptation de la vie après la compétition. Bienvenue à un nouvel épisode de Nos premiers podiums, le balado de la 55e finale des Jeux du Québec qui aura lieu à Laval à l'été 2022. Vous connaissez probablement des athlètes qui ont commencé à pratiquer un sport compétitif à un très jeune âge et qui ne connaissent rien d'autre. Ces gens qui sont tellement passionnés, qui sont incapables aussi de lâcher prise. Mais dans tout cheminement sportif de haut niveau, il y a un jour, un passage obligé, la retraite. Dans certains cas, elle sera prématurée en raison d'une blessure. Ça, évidemment, on ne le souhaite pas. Mais dans d'autres cas, ce sera simplement une suite logique après l'atteinte peut-être d'un objectif ultime, pourquoi pas, une médaille olympique. Mais dans tous les cas, cette adaptation, elle comporte son lot de défis. Pour aborder le sujet de la vie après la compétition sportive, j'aurais difficilement pu trouver mieux en termes d'invités. Ils se connaissent bien, vous les connaissez bien, mais je me permets quand même de vous les présenter en bonne et due forme. Après être devenue la première championne olympique canadienne en plongeon, Sylvie Bernier s'est donné comme objectif, s'est donné comme objectif d'apporter un changement positif dans les habitudes de vie des gens. Bien, aujourd'hui, elle est conférencière et fière ambassadrice des saines habitudes de vie. Elle incarne vraiment sa mission à merveille. Salut Sylvie, bienvenue à nos premiers podiums. Bonjour. Champion des Jeux du Commonwealth à seulement 13 ans, puis double vice-champion olympique, Alexandre Despatie est le plongeur canadien le plus décoré de l'histoire depuis sa dernière compétition comme athlète il y a quelques années. Alexandre a plongé dans une belle carrière artistique et entrepreneuriale qui je dois lui dire, lui va très, très bien. Alex, merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, ça me fait plaisir. Toujours un plaisir de revoir Sylvie aussi. Malheureusement, on n'a pas la chance de se voir souvent. Je t'ai vu plus souvent, toi, Émilie, je pense, pour le travail que j'ai vu Sylvie dans les dernières années. Donc, évidemment, je suis très content d'être là aujourd'hui. Mais là, je suis contente parce que je suis l'instigatrice de vos retrouvailles, en quelque sorte. Oui. Exactement. Et je racontais à Alex que ça fait plus de 3 ans que je l'ai vu, puis à peu près 15 secondes, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde alentour de lui. C'était lors d'un événement à Montréal, la Coupe du monde de plongeon. Donc, vraiment, c'est un honneur. Puis merci, Émilie, de nous unir à nouveau via ce balado. Et là, je vous fais faire un voyage dans le temps. Je pense que je vais commencer juste en rappelant aux gens que vous avez participé aux Jeux du Québec. Sylvie, dans ton cas, toi, c'était quand? Écoute, je crois 75 à Trois-Rivières. Mais pour moi, Trois-Rivières, c'est comme tu m'aurais amené à Vancouver et ça aurait été aussi loin. Donc, les souvenirs que j'ai, c'est qu'on est parti en autobus. On est arrivé, je me souviens de la piscine et je me souviens du gymnase. On était probablement 50, 60, 70, je ne sais pas combien. On dormait tous dans le gymnase. J'ai gagné ma première médaille d'or. J'avais 10, 11 ans. Et je me souviens d'être venue à la maison et d'avoir perdu la voix tellement que j'ai crié, parlé, que je me suis amusée. Donc, c'était véritablement un premier souvenir, puis une première compétition importante, parce que c'est une compétition importante quand on a cet âge-là. Et donc, j'ai d'excellents souvenirs de mes Jeux du Québec. Et si je ne m'abuse, tu portais les couleurs de la capitale nationale, c'est bien ça? Oui, exactement, de la région de Québec. Donc, je me suis entraînée à Québec jusqu'à l'âge de 18 ans. Et ensuite, je suis déménagée à Montréal pour avoir accès à un centre d'entraînement. À l'époque, c'était pas un centre d'entraînement, mais c'était le centre Claude Robillard, qui était le lieu de pratique des Jeux olympiques de 1976. Donc là, on se reporte à 1982. C'était la piscine avec le stade olympique qui me permettait d'avoir véritablement plusieurs heures d'entraînement, plus qu'ailleurs. Et il y avait aussi l'entraîneur Donald Dion, qui était pour moi... j'avais comme un feeling qu'il était la personne qui pouvait me permettre de monter sur le podium à Los Angeles.
et on y reviendra. Alex, tes Jeux du Québec, toi, ça remonte à quand? Parce que tu es un petit gars de Laval, toi, si je ne me trompe pas. Oui, exactement, Laval. Et donc, je suis content que l'année prochaine, l'été prochain, les jeunes athlètes, et peut-être moins jeunes, je dis moins jeunes, autour de 16-17 ans, parce qu'il y en a aussi des Oui. fois, vont pouvoir vivre ça à Laval, dans ma cour, si on peut dire comme ça. Moi, les miens, c'est une drôle d'histoire. J'étais très jeune. Je me souviens vivement de Bécomo en 1993. Et tout comme Sylvie, tu sais, c'était l'arrêt d'autobus, les amis, dormir dans des classes, la cafétéria. Je me souviens vaguement des performances de plongeon où j'ai apparemment, selon ce qu'on me dit, gagné des médailles d'or aussi. Mais j'aurais participé avant ça. Donc moi, en 93, ça fait que j'avais 8 ans. Et donc, j'en aurais fait aussi ceux d'avant, mais ça, c'est trop loin dans ma mémoire pour que je puisse m'en rappeler. J'étais trop petit, puis j'ai sûrement porté encore moins attention à tout ce qui se passait, à part le plongeon. Aujourd'hui, on va aborder ensemble la vie après la carrière. J'ai l'impression qu'on fait un gros saut dans le temps. Vous nous avez parlé de vos expériences aux Jeux du Québec, mais quand même, les deux, vous avez vraiment connu une belle carrière. En entrée de jeu, je parlais par moments, ça va être une fin de carrière prématurée. Évidemment, on ne le souhaite pas. Dans d'autres cas, un passage normal. On va diviser cette conversation-là en 3 moments parce que je pense, et peut-être vous en ajouterez d'autres, mais je pense qu'il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après-carrière. L'avant-carrière, moi, je vois ça comme la préparation de ce fameux plan B-là. J'essaie de voir cet équilibre entre être capable de vivre le moment présent, où est-ce qu'on vit des succès, où est-ce qu'on remporte des médailles olympiques, et de commencer la réflexion de dire, à un moment donné, tout ça va s'arrêter. Je fais quoi après? Oui, tout à fait, Émilie. Et il y a aussi l'époque, parce qu'on peut parler d'époque, hein, parce que Alex n'était pas né. Et il me l'a rappelé très gentiment du haut de ses 13-14 ans en ondes lorsque je faisais une chronique et qu'Alex était là comme invité. Puis à l'époque, Guy Mongrain le regardait et il dit Alex, Sylvie, comme plongeuse, est-ce qu'elle t'a inspiré? Là, Alex me regarde et il dit j'ai aucune idée, je ne l'ai jamais vu plonger, moi. Donc, il y a deux époques complètement différentes. Dans les années 80, le plan B arrivait très rapidement parce que le mot commanditaire n'existait même pas. Et à l'époque, on avait, c'est après 84 que ce qu'on appelle le carding, donc carter les athlètes, a augmenté de façon substantielle au moins pour qu'on puisse vivre. Avant 84, c'était minime, donc c'était juste assez pour manger, payer une portion de son loyer, ce qui fait que je savais, quelle que soit ma performance à Los Angeles, que c'était la fin, même si j'avais juste 20 ans. Donc, les choses ont changé beaucoup après. Donc, le soutien, beaucoup plus une équipe véritablement qui soutient les athlètes. En 84, médaille ou non, je retournais à l'université et je continuais ma vie. Pour moi, c'est une continuité. Oui, c'est vrai qu'il y a une rupture. Hein? On tourne une page importante de notre vie. Mais un jour, on réalise que c'est véritablement une continuité. C'est long. C'est long avant qu'on se retrouve véritablement, dans mon cas, là, je parle vraiment pour moi. Mais il n'y avait pas de questionnement dans ma tête. C'était vraiment 84 était la fin d'une carrière de plongeuse. Alex, toi, tu étais l'autre époque, comme semble le dire Sylvie. Comment le plan B? Oui, mais même si à ce moment-là, comme un jeune plongeur, je ne savais pas nécessairement ce qu'elle avait accompli, elle a eu une influence incroyable à travers les années. Et justement, par le mot de préparation de cette après-carrière-là, et moi, je continue de le dire à tous les jeunes athlètes quand j'en rencontre, et c'est de commencer à y penser bien avant que ça finisse. Et oui, c'est la difficulté, évidemment, parce que moi, à cet âge-là, justement, à 12-13 ans, quand j'étais sur un plateau avec Sylvie, je pensais plonger toute ma vie. Mais finalement, j'ai réalisé que oui, comme tu dis, Émilie, il va y avoir une fin à tout ça à un moment donné.
Il faut avoir une ligne directive, savoir un petit peu où est-ce qu'on s'en va et c'est là que la préparation doit commencer. C'est quoi nos intérêts? Est-ce que ça va être de retourner à l'école et s'en aller dans un milieu complètement différent? Est-ce que c'est rester dans le sport, devenir entraîneur pour certains? Pour moi, les médias ont fait partie de beaucoup de ma carrière à partir de 13 ans. Et donc, j'ai développé cet intérêt-là de vouloir travailler dans le milieu des communications. Et donc, c'est pour ça que je dis, c'est là que j'ai commencé à préparer, OK, bien, à chaque fois que je suis sur un plateau de tournage, serre les bonnes mains, dis bonjour à tout le monde, sois poli, sois fin, puis fais ton mieux pour pas que les gens rient de toi, évidemment, puis que les portes se ferment. Et c'est de vraiment savoir où on va s'en aller. Et ça doit se faire pendant la carrière. Mais ça, en même temps, je pense que j'ai l'impression, je me souviens de toi aussi comme athlète, tu te présentais bien aussi. C'est quelque chose que tu as appris comme athlète, comment te présenter en public, tout ça. Mais moi, je pense que la connaissance de soi dans cette transition-là, elle est importante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois savoir ce que tu aimes en dehors du sport. Et je pense que c'est peut-être ça qui doit faciliter cette transition-là. Bien, c'est sûr. Et comme je l'ai dit, il faut trouver les autres intérêts, à moins qu'on veut rester dans le monde du sport et dans son sport spécifiquement. Et ça, il faut commencer à y penser, puis tu sais, vers la fin, quand on sait que ça s'en vient, évidemment, moi j'ai eu un moment particulier où j'ai compris que c'était fini, puis j'avais 27 ans. Et tu sais, j'avais accompli, comme Sylvie a raconté un petit peu plus tôt, j'avais accompli ce que j'avais à accomplir, puis que si je continuais un autre 4 ans, ça changerait probablement pas grand-chose à part d'être plus fatigué à la fin. Donc, j'ai compris ce moment-là et c'est là que j'ai décidé, OK, c'est le temps d'aller cogner aux portes et d'essayer de changer de carrière. Sylvie? Bien, c'est certain que le jour où on arrive devant ce constat-là, les premières semaines, en tout cas dans mon cas, ça a été plutôt euphorique là, parce qu'on est comme, on n'a plus d'horaire, on peut manger ce qu'on veut, on peut se coucher à l'heure qu'on veut, on n'a pas d'entraîneur qui nous attend en regardant notre montre si on est 5 minutes en retard à l'entraînement. Donc, c'est un peu probable. C'est le même principe qu'une personne qui prend sa retraite à 50, 60 ans. Sauf que tu n'as pas la même maturité, puis tu n'as pas nécessairement la même préparation parce qu'on est jeune. Donc, dans mon cas, j'avais 20 ans. J'avais, oui, un vrai plan B. Là. Je retournais à l'université, je m'en allais en nutrition, je voulais être chercheur parce qu'à l'époque, la nutrition sportive n'existait pas. Donc, je voulais rester proche du sport, mais en même temps, en étant en soutien aux athlètes d'élite. La médaille a changé ma vie. Donc, le fait que j'ai été la première, que médiatiquement, je vous ramène encore à cette époque-là. Il n'y a pas de téléphone cellulaire, il n'y a pas d'ordinateur. Moi, quand j'appelais mes amis après Los Angeles, j'ai attendu en ligne 1h30 après un téléphone accroché après le mur avec le boudin. Puis je prends le téléphone, puis qu'au bout de 5 minutes, on me tape sur l'épaule parce qu'il faut que je raccroche parce qu'il y a 50 personnes qui attendent après la ligne. C'était ça, l'époque. Donc, quand je suis revenue, ben, je m'attendais jamais, mais jamais, à ce que j'aille une parade en décapotable à Sainte-Foy, dans la ville où j'ai grandi. Moi, je revenais à la maison, je m'en allais dans le sous-sol chez nous, puis je retournais à l'université la semaine après. Donc, dans mon cas, ça a été une surprise, une grande adaptation, parce que je n'étais pas une personne publique comme les athlètes le sont aujourd'hui, comme Alexandre. Alexandre, à 14 ans, est devenu une personne extrêmement publique. Puis tout à l'heure, il parlait que lorsqu'il arrivait sur les plateaux, tout ça, mais il a fait un travail exceptionnel d'ambassadeur pas juste pour les plongeurs, pour tous les athlètes, parce que justement, pour lui, c'était important de bien se présenter, de bien parler, de bien expliquer ses émotions, ce qu'il faisait. Donc, à mon retour, ma vie a changé, si on peut dire, et là, il a fallu que je retrouve un plan C, D, E, parce que mon plan B ne fonctionnait plus.
Étant donné que je faisais beaucoup de conférences, j'étais partout, invitée partout, je pouvais pas faire le cours universitaire. Mon plan B, qui était vraiment très cané, là, il a fallu que je me resitue. Puis ça a pris 1 an, 2 ans, 3 ans avant véritablement de faire le choix d'aller en administration finance. Puis après ça, parallèlement à ça, je travaillais dans les communications, mais je n'avais pas du tout les mêmes qualités à la base qu'Alex a toujours eu. Là. Pour moi, je suis sortie de ma zone de confort pour travailler dans les médias. C'était anxiogène, je faisais vraiment de l'anxiété sévère. Je le faisais, mais c'était pas naturel comme ça l'a toujours été chez Alex. Je fais une parenthèse, tu sais, autant la pandémie a été vraiment, a écorché certains athlètes dans leur préparation, dans leur mode de vie, mais s'il y a quelque chose de positif qui est ressorti de ça, je pense, c'est qu'il y en a plusieurs athlètes qui ont découvert d'autres passions à l'extérieur du sport, en n'ayant pas accès à leur sport pour continuer à s'entraîner, ils ont dû s'occuper différemment, puis c'est ce que je lisais, c'est ce que j'entendais comme témoignage. Et moi, j'ai réalisé que j'adore dessiner, ça, je trouve que ça a été quelque chose de beau qui est ressorti parce que ces athlètes-là ont peut-être fait une première étape dans cette préparation-là d'après-carrière. Et quand tu parles de ça, je trouve ça intéressant parce que certainement que juste pour s'entraîner, rester en bonne condition physique le plus possible en vue de les prochains jeux, les prochaines compétitions, peu importe à quel niveau il ou elle s'entraîne, il faut être créatif. Et ça a dû creuser beaucoup de méninges pour beaucoup d'athlètes de savoir qu'est-ce que je peux faire d'autre ou de trouver des solutions à la place de se morfondre ou de dire « Ah, Colin, il y a une pandémie, je ne peux pas faire mon sport, je ne peux pas aller en compétition, les jeux sont reportés. » Non, on a vu toutes sortes de belles choses, puis là, grâce à l'Internet, aujourd'hui, tout le monde a la chance de le voir aussi. Et de la créativité en termes d'entraînement ou de toutes sortes de choses, ça va faire des bébés, là, ça va vraiment amener d'autres choses, j'ai l'impression, pour la génération d'aujourd'hui. Oui, puis c'est un bon point, Émilie, justement, de dire que nos athlètes n'ont pas eu le choix de prendre du temps puis de dire, OK, mais y a-t-il d'autres choses que j'aime dans la vie? Donc, en début d'entrevue, de te parler de se reconnaître, de se connaître comme athlète, oui, mais comme humain, comme homme, comme femme. Qu'est-ce que j'aime? Donc, la pandémie a amené ce temps de repos-là où l'athlète n'était pas toujours en présence de l'entraîneur puis de toute l'équipe qui organise leur horaire. Et là, ils se retrouvent chez eux entre 4 murs puis dire, OK, y a-t-il autre chose que j'aime dans la vie? Et ça, comme Alex le dit, ça amène aussi ta créativité par rapport à ton entraînement, mais ta créativité aussi par rapport à, qu'est-ce qui m'amène cette énergie-là que j'ai quand je suis sur un tremplin ou ailleurs et qui fait que, quand ça va être terminé, je vais juste transférer toute la détermination puis la volonté que j'ai dans le sport, je vais tasser ça puis je vais l'amener vers autre chose. Et tous les athlètes ne deviendront pas des communicateurs et c'est pas parce qu'on ne travaille pas à la radio, à la télévision puis qu'on ne nous voit pas qu'on n'est pas bien dans le chemin qu'on a décidé de faire. Donc, chacun a son chemin selon leur personnalité, selon leur centre d'intérêt. Et ça, il faut l'applaudir parce que souvent, les gens ils disent « Oui, mais on ne te voit plus. » Ou à d'autres, pas juste à moi, à d'autres. C'est pas parce qu'on ne nous voit plus qu'on n'est pas, qu'on ne s'est pas trouvé quelque chose qui nous passionne dans la vie. Et ça, c'est à nous, chacun individuellement, de chercher. Mais tu sais, ce transfert-là, quand on le présente, a l'air si simple, mais dans les faits, là, la journée que tu arrêtes, les gens parlent de deuil, carrément. Est-ce qu'il n'y a pas une période, justement, où est-ce que tu dois vivre cette espèce de peine-là et après ça, petit à petit, tu prends ce que tu as bâti, toute ta carrière sportive et tu le transfères dans une carrière professionnelle? Ouais. Le fameux deuil, est-ce que c'est bien résumé? Moi, je pense que c'est absolument vrai ce que tu dis, Émilie, parce que
Je vais dire au début, j'ai eu la chance, moi, une fois que j'ai annoncé que je prenais ma retraite, bien, 2 jours après, bon, ça s'était déjà planifié un petit peu, mais 2 jours après, je commençais un nouveau travail. Donc, tout ça s'est enligné de belle façon. Un travail à la télévision qui a duré 2 ans et demi. Et puis, le deuil, moi, je l'ai vécu après quand cette aventure-là s'est terminée. Puis j'ai compris c'est quoi quand, justement, comme je parlais tantôt, il faut avoir une ligne directive parce qu'après ce projet-là, moi, je m'attendais, je ne savais plus dans quelle direction aller. Donc, c'est là que j'ai compris, hey, il faut vraiment être prêt quand le moment arrive, là, puis qu'on passe à d'autres choses parce qu'on est identifié comme individu, personnellement, pas par les autres nécessairement, mais personnellement, comme tu es un athlète, tu fais du sport dans la vie, puis c'est ça ta vie. Après ça, faut, comme Sylvie dit, il faut que ça devienne d'autres choses. Puis ça, de trouver ce chemin-là, là, ça prend un petit peu de temps, puis ce deuil-là, il faut le passer, il faut bien le passer, on prend soin de nous, puis, parce que c'est inévitable. Je suis totalement d'accord avec Alex. C'est inévitable, médaille ou non. Ouais. Parce que la C'est personne vrai, qui est parce qu'un arrivée deuil avec 10e, médaille, c'est une 15e, chose. 20e, et donc, la personne qui est arrivée 10e, elle s'est entraînée autant que nous, ou 15e ou 20e. Et la personne qui est arrivée 10e a peut-être atteint son objectif. Donc, il y a ça aussi. On est très centré sur le résultat ultime, la médaille. Mais l'athlète qui est arrivée 10e en escrime a peut-être battu tous les records qu'elle aurait pu s'imaginer. Mais le regard de l'autre, et nous en sommes tous responsables aussi, autant médiatiquement, de dire, ben, t'es-tu déçu? T'aurais-tu aimé être sur le podium? Mais la personne, elle peut dire, ben non, je suis extrêmement heureuse. Mais c'est beaucoup le regard de l'autre aussi. La transition, c'est ça qui n'est pas facile parce qu'on a de grandes attentes. On est tellement bon dans ce qu'on fait, mais on oublie puis on ne répète pas tout le temps. Oui, mais j'ai fait 1 million de plongeons à l'entraînement pour réussir à faire ce que je faisais sur un tremplin. Donc, laissez-moi le temps de faire autant pratique dans ma nouvelle direction et un jour, avec la détermination, la volonté, la drive que j'avais lorsque j'étais athlète, ça va revenir. Mais il y a comme une période de flottement. Dans mon cas, je le mentionne aujourd'hui, mais ça a été long. Ça a pris 30 ans avant que je le dise ouvertement que j'ai souffert d'anxiété, de dépression. Puis je le cachais, mon Dieu, que je le cachais bien. Hein. On apprend jeune comme athlète que tu fais un flat, tu remontes sur le tremplin, tu te cognes, tu te disloques une épaule, ben ouais, guéri, puis reviens. Donc, on est dur sur nous, sur notre corps. Et on est très bon avec cette carapace et ce masque pour dire, ben non, tout va bien, tout est beau. Donc, aujourd'hui, je le dis. Puis quand je suis revenue comme chef de mission en 2008 ou 2012, je le disais aux athlètes, je le disais pas publiquement, mais je le disais de façon très franche aux athlètes. Tu sais, oui, le résultat, oui, je te souhaite de monter sur le podium, mais ce n'est pas une fin en soi. De ne pas oublier que tout le chemin que tu as fait, tout le processus qui t'a amené là, va te servir pas mal plus que ta médaille ou non. En passant, une chef de mission exceptionnelle. Ah! Un jour, c'est à ton tour, Alex, là. Ah, peut-être un jour, ça va être à mon tour. Mais ce qui m'amène aussi au support de l'entourage dans tout ça, parce que justement, tu sais, vous parlez de la carapace, vous parlez du regard des autres sur soi, mais les athlètes sont les premiers à être les plus durs avec soi-même, et c'est normal parce que quand on arrive comme ça en compétition de haut niveau, surtout en plongeon, au sport individuel, c'est pas comme un sport d'équipe, c'est complètement différent, mais à quel point justement votre entourage a su peut-être venir ramollir cette carapace-là pour justement montrer que, hey, vous êtes humain, là. Mais je pense que je peux aller de l'avant en disant que, comme on l'a mentionné vite tantôt, mais moi et Sylvie, on ne vient pas de la même époque dans le monde du sport, c'est ce que je veux dire. Et aujourd'hui, c'est plus la même époque que quand moi j'étais là en termes de support, il y a de ça déjà quasiment 10 ans. Donc, ça continue d'évoluer et dans la bonne direction parce qu'il y en a de plus en plus.
Et ce support, oui, physique, avec tous les différents types euh, de thérapeutes que les athlètes peuvent avoir maintenant. On parle de centre national sportif maintenant avec toutes les plus grandes technologies qui sont disponibles. Mais il y a le support psychologique qui est là aussi. Puis, tu sais, c'est plus un sujet tabou de parler à un psychologue. Là. C'est très normal. Puis, j'en ai besoin. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup à la fin de ma carrière. C'est quelque chose que j'ai fait pour des trucs personnels aussi. C'est correct. Et le système maintenant est de plus en plus avancé pour pouvoir encourager les athlètes à utiliser ce système-là, devenir de meilleurs athlètes, oui, mais comme de meilleures personnes en même temps, parce que tu fortifies un petit peu ce qui se passe, c'est quoi les problèmes, sont où les cracks, puis comment qu'on fait pour trouver des solutions, puis continuer d'avancer, tu sais. Totalement. Puis ça, ben, on ne peut que saluer l'ouverture, oui, du Comité olympique canadien, mais des fédérations nationales, aussi des fédérations provinciales. Et le sport est un microcosme, finalement, de la grande société. Donc, dans la société, on en parle de plus en plus. Donc, dans le sport, on en parle de plus en plus. Puis on l'a vu dans les derniers mois. Ça a craqué de partout, là. Je veux dire, on l'a vu dans les sports autant professionnels que le sport d'élite, le sport olympique. Amateur, ouais. Et tant mieux. Oui, tant mieux, parce que ces jeunes ou ces jeunes adultes sont des modèles. Donc, de voir qu'on n'est pas parfait, on ose montrer notre vulnérabilité, on ose montrer notre imperfection, on ose prendre un pas de côté, hein, puis ça ne veut pas dire qu'on est fragile, ça prend du courage pour faire ça. On ose en parler. Et donc, oui, le soutien de notre entourage est extrêmement important. Dans mon cas, ça a été mon conjoint qui m'a vraiment soutenue parce que j'en parlais pas à personne, là, tu sais, à l'époque, ça fait près de 40 ans, là. C'était Mais extrêmement tu fais tabou, tellement pas là. ton âge, Sylvie, c'est ça qui est Non, fascinant. c'est ça. Tu sors des dates, puis je me dis, mon Dieu Seigneur, effectivement, je n'étais pas née, mais je te regarde, puis je suis là, aïe, 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 j'espère bien vieillir comme ça. Mais là, si j'avais ma petite fille dans mes bras, puis mon petit-fils qui s'en vient bientôt, là, on pourrait peut-être voir justement l'échelle, puis on vieillit. Mais je suis extrêmement heureuse dans ma vie aujourd'hui, mais ça n'a pas été de tout repos. Puis je dirais que ça a pris 30 ans dans mon cas. Même si je faisais plein de choses, là, j'étais partout, puis j'étais engagée, puis, mais vraiment pour dire là, que je suis sereine et aussi déterminée que je l'étais quand j'étais sur un tremplin à 18, 19, 20 ans, ça a été long. Et j'ai cherché. Mais ça, ben, c'est d'apprendre à se connaître soi-même et d'oser être soi, et pas juste par rapport au regard de l'autre. On en a parlé, Émilie, quand on était seul. Tu sais, souvent, le regard de l'autre et la personnalité, le personnage que les gens perçoivent, c'est peut-être pas toujours ça, là. Donc, d'oser enlever tout ça puis dire, ben, j'ai des fragilités. Puis, je les exprime aujourd'hui. Donc, et j'en parle aux athlètes maintenant très ouvertement. Et j'ai des fragilités et c'est bien correct d'en avoir. C'est très normal. Oui. C'est pour les jeunes athlètes là, de sentir ça dans l'époque des médias sociaux et tout ça. Puis justement, comme Sylvie dit, le regard de l'autre, hey, d'être fragile en ce moment, c'est encore normal. On est correct. C'est bien beau. Parlons-nous. Puis on va pouvoir avancer comme ça. Mais surtout, ce nouveau départ-là, c'est d'être capable de réaliser que tu es tellement plus que tes accomplissements, que ce soit sportif ou personnel, c'est qui tu es fait l'ensemble de cette personne-là. Fait que je pense aussi que cette transition-là, elle est progressive, mais quand tu viens à être capable de réaliser ça et d'accepter ça, je pense que c'est à ce moment-là où tu dis, OK, j'ai bouclé la boucle, j'ai vécu ma carrière, j'ai vécu la retraite, j'ai vécu mon deuil, je me suis recréer dans un nouveau rôle, un nouveau personnage, mais c'est moi au final. Et je pense que ça devrait être l'objectif ultime de la carrière finalement, pas la médaille olympique.
Peu importe la Totalement. couleur de la médaille. Euh, Ouais, ouais, ouais. Totalement. Puis s'il n'y a pas de médaille, c'est parfait aussi. C'était le chemin de cette personne-là. Et Alex, il a fait preuve de résilience dans toute sa carrière de façon extraordinaire. Les dernières années, je veux dire, tout ce qui est arrivé, tu sais. Mais en même temps, moi, le souvenir que j'ai, c'est qu'il rebondissait tout le temps. Fait que pour moi, c'est ça que je retiens d'Alexandre. Oui, les médailles, là, mais de rebondir, de revenir. C'était comme, je dis, my God, mais ça, c'est Alex dans toute sa vie. Puis là, on le voit dans les médias, mais peut-être qu'un jour, ça va être Alex ailleurs, puis il va être aussi bien. Donc, il y a des branches qui sortent de nos arbres, de notre arbre, puis il faut... Moi, j'embrasse la vie maintenant, tu sais, je ne sais plus d'être le modèle de ce que les gens pensent. Non, je suis qui je suis. Et avec comme je disais tout à l'heure, toutes les imperfections et toutes les qualités aussi. Attends une minute, Sylvie, là, je suis en train de prendre des notes, là. Va pas trop vite. Mais Non, en mais écoute, terminant, Alex, là, là, j'ai tellement de beaux souvenirs. en terminant, Je j'ai juste sais, envie moi de vous aussi. demander, avez-vous eu des rechutes? Tu sais, vos premiers Olympiques, là, assis chez vous à regarder les plongeurs et à vous dire, mais je comprends que vous aviez accepté, mais quand même, certains athlètes qui sont maintenant, qui ont accroché leur costume, leur patin, peu importe, vont dire, la première rechute, je l'ai, puis de temps en temps, je l'ai encore. Dans mon cas, c'est jamais que j'ai eu le goût de remonter sur un tremplin. Parce que je savais très bien dans le fond de mon cœur que j'étais allée au bout. Dans mon cas, c'était l'ultime de ce que je pouvais donner. Ben, Et souvent, je dis aux gens, ben j'ai gagné, mais Alex, ce que tu sais peut-être pas, c'est qu'à Los Angeles, je ne suivais pas du tout les pointages des autres. Fait que quand je suis sortie de la piscine à ma dernière figure, puis que la foule applaudissait, puis j'ai salué la foule, mais j'aurais pu être quatrième, j'aurais pu être troisième. Tout ce que je savais, c'est que j'avais plongé le mieux que je pouvais plonger dans les circonstances. J'avais une côte fêlée. Et la satisfaction et la joie que j'ai ressentie, elle s'est faite là. Même, tu le sais, Alex, quand on rentre dans la piscine puis qu'on ripe, là, puis qu'on entend la foule dans le fond de la piscine, j'en ai des frissons encore aujourd'hui à y Ben, j'en ai des penser. frissons. Tu sais, j'ai aucune Tu idée de quoi comprends? vous parlez, mais j'en ai des frissons quand même. on Mais sait. j'avais aucune idée que je gagnais. Tout ça pour dire que quand je suis sortie de l'eau, elle était là, ma médaille, et c'est ma plus belle leçon de vie. Parce que c'est pas la médaille quand il l'a mis alentour de mon cou, c'est ce sentiment-là d'être allé au bout de moi. Et ça, je garde ça toute ma vie. Mais puis, je comprends très bien ce que tu dis parce que le moment que je parlais un petit peu plus tôt, où je savais, puis ça sonne quasiment cliché comment ça s'est passé, mais je me suis vraiment réveillé un matin, puis j'ai compris que c'était fini, tu sais. Et tout de suite, j'étais en paix avec cette décision-là. Tu sais, on a la chance, les deux, Sylvie, d'avoir pu finir notre carrière, pas à cause d'une blessure, pas à cause de quoi que ce soit. Moi, j'ai réalisé que c'était fini, mais que je n'allais pas accomplir plus et que j'avais fait ce que j'avais à faire. C'était le temps de passer à autre chose. C'était le temps d'explorer autre chose, même à ce moment-là. Puis ce moment-là a fait du bien. Okay, j'ai plongé 22 ans. J'ai oui, des super bonnes journées, puis des super mauvaises journées aussi. Donc, on passe à travers tout l'éventail d'émotions pendant une carrière sportive, peu importe le niveau. Puis oui, des fois, la 12e place, c'est ça ta médaille d'or. Puis ça aussi, c'est bien correct. Puis il faut comprendre ça, puis accepter ça. Puis ça, c'est de se retrouver, oui, comme personne, mais comme athlète aussi, et de comprendre où on doit être. Et cette transition-là continue de se faire du mieux en mieux aussitôt qu'on accepte que, OK, on passe à d'autres choses. En terminant, Sylvie, je sais que tu es bien occupée, mais je pense que ça vaut la peine de présenter ce qui s'en vient pour toi. Tu as une belle conférence aussi qui est disponible. Je te laisse la présenter aux gens.
Oui, ben depuis quelques années, j'ai recommencé à faire des conférences. Donc, vous pouvez aller sur ma page web sylviebernier.com. Et ben, je travaille toujours à sensibiliser nos élus, autant au niveau municipal, provincial, national, à l'importance de garder une population active, en santé, bien se nourrir pour qu'on vieillisse bien et bien dans notre peau. Et que ça va faire des petits-enfants forts, ça. Ah, hey, j'ai hâte que tu rencontres mes petits-enfants, Alex. Oui, j'ai hâte aussi. Alex, pour ta part, je sais que tu es bien occupé aussi. On te voit un peu partout. Les gens peuvent te suivre sur les médias sociaux aussi pour savoir ce qui se passe de bon de ton côté. Comment tu t'occupes ces temps-ci? Ben ça va bien. Écoute, toujours dans les médias, il y a d'autres Jeux olympiques qui s'en viennent. Donc, Ouais. de pouvoir suivre nos athlètes d'hiver, j'aime ça aussi. Alors, je vais certainement participer à ça. Puis, je me suis lancé en affaires dans les dernières années. Donc, Ouais, j'ai un c'est vrai. café dans le Vieux-Montréal, une épicerie. Donc, ça continue. Et c'est un monde complètement différent. Mais vous voyez, j'ai utilisé le mot explore. Alors, je continue de chercher et ça va peut-être être autre chose à un moment donné. Mais on continue. J'ai tout pris les notes de Sylvie, là. Mais sérieusement, ça a été un plaisir de vous avoir. Sylvie, je sais que ta fille doit s'en venir avec tes petits-enfants, donc une journée bien occupée qui t'attend, une autre journée bien Oui, occupée. Alex, c'est toujours un plaisir. On a eu la chance de couvrir les Jeux du Québec aussi ensemble là, avec RDS, Oui. donc on les vit un peu différemment. C'est ça qui est le fun, mais merci d'avoir pris le temps de te joindre à nous ce matin. Et ben voilà, je vous laisse aller à vos occupations, continuer de faire la différence dans vos milieux respectifs, mais super conversation ce matin. Je suis bien contente. Ben, moi aussi, merci puis beaucoup, merci de Émilie. nous Bye, avoir Alex. réunis. Bye, Sylvie. Ouais. Bye. Cette semaine, dans le segment Saviez-vous que, ben, la parole est encore au comité organisateur de la 55e finale des Jeux du Québec qui, cette fois-ci, nous présente la programmation sportive des Jeux. Saviez-vous qu'il y aura 17 disciplines sportives présentées aux Jeux du Québec de Laval l'été prochain? Elles seront divisées en 2 blocs de compétition. En passant, vous pouvez assister aux compétitions gratuitement. On vous invite donc à venir encourager les 3300 athlètes de 12 à 17 ans, les plus prometteurs du Québec. Au premier bloc, on retrouvera l'athlétisme au nouveau stade Claude Ferragne, une piste de calibre national. Il y a également le basketball, le baseball, le cyclisme, dont l'épreuve de critérium se déroulera autour de la place Belle, la natation et le volleyball de plage. Je vous gardais la natation en eau libre pour la fin parce que cette compétition aura lieu dans le lac du Centre de la Nature. Et oui, l'eau est propre, test à la pluie. Pour le deuxième bloc, on retrouvera les compétitions de golf à Saint-François, de soccer, de softball, de tir à l'arc, de triathlon qui se déroulera également au Centre de la Nature, de vélo de montagne et de volleyball. Un nombre impressionnant de sites de compétition ont été remis à neuf à Laval parce que les athlètes du Québec méritent les meilleures installations pour les récompenser de leur patience. Ce sera aussi des legs importants pour les citoyens de Laval. Laissez-moi vous dire qu'on a hâte de vous recevoir. C'est un rendez-vous à Laval du 22 au 30 juillet 2022. C'est un rendez-vous à Laval en 2022. Merci à Véronique Rainville, qui est coordonnatrice des opérations sportives et services médicaux pour le comité organisateur de la 55e finale des Jeux du Québec. Merci à mes invités d'aujourd'hui, la championne olympique Sylvie Bernier, qui est également conférencière, fière ambassadrice des saines habitudes de vie. Merci également à mon autre invité aujourd'hui, Alexandre Despatie, qui est également champion, en fait, vice-champion olympique, mais quand même, quand on a une médaille olympique, franchement, peu importe la couleur, il faut en être fier. Je vous rappelle que tous les épisodes du balado sont disponibles au rds.ca/balado-diffusion, également sur la plateforme iHeartRadio. Merci à vous d'avoir été à l'écoute et je vous donne rendez-vous pour un autre épisode de Nos premiers podiums, le balado où on discute de sujets qui vont bien au-delà du sport.